Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions, ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique, ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Cette année, plusieurs invités m'ont parlé d'un enfant différent. Celui qu'on ne sait pas trop comment gérer, celui qui déborde, qui gâche un peu l'ambiance de classe. Et très souvent, une intuition revient. Je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Des crises, des hurlements, des tables retournées. C'est pas juste un enfant agité. Il y a vraiment quelque chose de plus profond. Et parfois, il s'agit de quelque chose de non diagnostiqué. Et un jour, le fameux mot tombe. Autisme. Mais même quand le mot est là, les réponses ne suivent pas toujours. Une phrase m'a marquée dès le début de ma conversation avec Emeline qui travaille justement auprès de ces enfants-là. Moi, je sais qu'il est autiste. Très bien. Mais je ne sais pas comment on travaille avec un enfant autiste. Et tout est là. Ce n'est pas le handicap qui fait peur. C'est l'absence de repères pour agir. Dans cet épisode, je voulais revenir sur ces enfants un peu différents. Car littéralement, tous les profs y sont confrontés au moins un jour dans leur carrière. En France, quand on devient professeur, on signe pour enseigner, et pas pour devenir éducateur spécialisé. Et pourtant, c'est très souvent ce qu'on leur demande. Emeline se souvient. On m'a imposé une classe Ulysse la veille de la rentrée. 10 niveaux différents, des enfants de 6 à 12 ans, certains non-verbaux, d'autres violents. Face à ça, beaucoup improvisent. Ils testent, cherchent, s'adaptent, mais souvent sans cadre, sans validation, sans retour aussi. Comme Jérôme par exemple. Ce qui était très compliqué, c'est que il y avait des tonnes de personnes qui venaient dans ma classe. Et il y en avait une qui allait me dire A et une autre B. Alors je testais tout. Parfois, c'est même l'ATSEM aussi qui prend le relais de l'AESH quand il n'y en a pas. Donc l'ATSEM, c'est la personne qui s'occupe, qui aide la maîtresse en fait en maternelle. Et puis, ce qui peut être compliqué aussi, c'est lorsque les parents ne jouent pas forcément le jeu. Donc ça, ce sont des familles qui sont parfois dans le déni. Et l'enseignant, en plus d'avancer à l'aveugle, avance sans soutien. Donc Emeline le rappelle bien, les parents sont censés être nos partenaires. Mais quand eux-mêmes n'ont pas les infos ou ne veulent pas le voir, c'est très compliqué d'adapter quoi que ce soit. Alors on bricole, on apprend sur le tas. Et parfois, on s'épuise. Parce que concrètement, et dans la réalité, des profs m'ont parlé de cris, mais aussi de morsures, d'objets lancés, des bleus le matin, des pleurs le soir. Et Jérôme nous redit, j'ai mis 8 mois à m'en remettre. Bénédicte, pareil. Je me suis détachée de l'école, des élèves. C'était une façon pour moi de me protéger. Parce que dans ces situations, on ne transmet plus un savoir. On devient soignant, éducateur, médiateur. Et ça, c'est un tout autre métier. Mais sans la reconnaissance, sans la formation surtout, et sans la revalorisation. Et il y a une vraie confusion structurelle dans l'institution sur le sujet. On veut inclure sans reconnaître que ça demande d'autres compétences, un autre rythme et une autre posture. C'est vraiment cette absence de reconnaissance qui renforce la fatigue. On fait un métier invisible qui n'est même pas nommé finalement. C'est important de l'avoir en tête car comme le dit Emeline, on peut se retrouver dans une classe à J-2 de la rentrée avec une classe Ulysse ou un élève avec des troubles sévères sans l'avoir demandé, sans avoir été formé. Pour rappel, les classes Ulysse, ce sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire. On va parler d'inclusion, mais sans en donner les moyens. Pas de formation spécifique, pas de préparation mentale, parfois même pas d'infos en amont. Et pour les formations qui existent, ce sont des choses optionnelles que les professeurs peuvent faire en parallèle. Mais ce n'est pas dans le cursus obligatoire. Et elle le répète, c'est extrêmement décourageant d'arriver dans un tel truc où on n'a pas de connaissances ni de formation. Face à ça, beaucoup improvisent. Une enseignante m'a raconté qu'elle testait tout, des outils visuels, des routines, des supports sensoriels. Mais personne n'était vraiment là pour guider ou valider ce qu'elle faisait. Mais face à cette inclusion improvisée, personne n'est finalement très prêt. Comme le rappelle très bien Emeline, le nombre d'enfants autistes dans les classes non diagnostiquées est bien plus élevé qu'on ne le croit. Souvent, les parents sont dans le déni. Et ça crée une double difficulté. L'enfant souffre, mais la famille n'a pas encore les clés pour l'accompagner, ni même pour reconnaître ses besoins. Mais quand ces informations essentielles manquent, c'est encore plus compliqué pour l'enseignant d'adapter sa pédagogie et de comprendre certains comportements. Pour gérer les enfants autistes, Emeline nous le dit, la clé est de comprendre les déclencheurs.
Cibler le comportement déclencheur et s'appuyer sur un intérêt restreint pour apaiser la charge émotionnelle. Ensuite, utiliser des objets sensoriels comme des balles anti-stress ou bien permettre à l'élève de sortir quelques minutes si nécessaire. Toujours communiquer, expliquer calmement ce qui se passe, reconnaître la colère, fixer des limites, même si c'est contre-intuitif devant une colère gigantesque. L'idée, c'est de faire comprendre à l'enfant qu'il y a une compréhension de ce qu'il vit sans jugement. La sanction classique est à éviter avec ces enfants, car ce n'est pas adapté et ça aggrave très souvent la crise. Donc pour résumer, il faut faire preuve d'écoute active et d'empathie, accueillir l'émotion de l'enfant avec calme, reformuler ses paroles pour montrer qu'on l'écoute et le rassurer avec des mots simples et apaisants. Je suis là, tu n'es pas seul, je comprends que tu sois en colère. Favoriser l'apaisement sans forcer l'échange. Si l'enfant ne supporte pas les paroles, gardez le silence en présence bienveillante. On peut aussi décentrer l'attention, discuter d'un centre d'intérêt, recentrer sur le corps, ou dialoguer avec un autre adulte pour détourner l'attention. Ensuite, il faut agir avec discernement si un contact physique est nécessaire. Si cela a déjà été identifié comme apaisant, prévenir l'élève avant tout contact, se mettre à son niveau et expliquer ses gestes. L'intervention physique doit rester exceptionnelle et sécurisante pour l'enfant. Le 4e point, c'est de travailler en cohérence avec l'équipe éducative et de co-construire un protocole de gestion des crises avec l'équipe pédagogique, la vie scolaire et le médico-social. D'assurer une bonne circulation des informations et un retour post-crise systématique pour harmoniser les pratiques. Enfin, collaborer avec les familles pour comprendre l'enfant et anticiper les crises. Partager des faits, échanger sans jugement et surtout s'appuyer sur les conseils ou suivis extérieurs si nécessaire. Accompagnement pédagogique, psychologique, santé, etc. Mais bon, tout ça c'est dans la théorie. Le manque de moyens et la surcharge, souvent émotionnelle, compliquent cette approche. On a trop d'élèves non diagnostiqués en classe, des profils très hétérogènes, parfois inadaptés au dispositif. Et même quand on veut travailler spécifiquement auprès de ces enfants, le système fait qu'on ne peut pas toujours. Et ça rajoute encore une incohérence au sujet. Donc ce qui est dur, c'est qu'on met tellement de temps à construire cette continuité pédagogique, à voir les premiers progrès, qu'on a vraiment envie de rester pour accompagner la suite, pour voir comment ça évolue en fait l'année d'après. Et quand on ne peut pas, quand on est muté ou qu'on doit changer parce qu'on n'a pas forcément les statuts au jour le jour, c'est une vraie frustration. Parce qu'on laisse à moitié un projet, un enfant. Mais malgré ça, certains et certaines tiennent, heureusement, et transforment leur manière d'enseigner. Il y a celles qui verbalisent tout, qui apprennent à décoder les signes faibles, à créer des outils sur mesure. Et je voulais aussi intégrer les insights de Sonia pour ça, car elle gère, elle également, des élèves en décrochage, et les techniques peuvent finalement être les mêmes, celles qui renoncent à l'autorité classique pour construire une relation d'ajustement permanent. Et Sonia le dit bien, ça a été très compliqué, et pas que cette première fois, car ça sortait vraiment de la norme que je connaissais. Et elle, du coup, pour le contexte, elle était enseignante, du coup, en collège et lycée pour des enfants en décrochage scolaire. Donc forcément, ça demande du temps et de la patience. Et surtout, ça l'a obligée à tester plein de manières. Donc beaucoup de choses, de stratégies. Et elle le dit très bien, c'était très déconcertant. Et je pense que je me suis vraiment retrouvée en grosse difficulté sur le sujet. Et finalement, je fais le parallèle parce que tous ces enfants un petit peu différents, de façon de fonctionner qui ne sont pas forcément dans la norme qu'on essaye de transmettre, qu'ils soient aussi hyperactifs, donc tous les enfants TDA, TDAH, en fait, ce sont des enfants qui sont en souffrance psychologique et ou sociale. Et la pire chose qui puisse arriver, finalement, c'est de ne pas être suivi en conséquence. Et ces enfants-là sont souvent vus aussi comme des éléments perturbateurs. Mais ceux qui les accompagnent, ils voient aussi au-delà de ça. Comme le rappelle Emeline, en fait, ces personnes atteintes, dans son cas à elle, de troubles autistiques, elles l'ont pas demandé. Et si on arrêtait de parler de cas difficiles et qu'on parlait plutôt de situations difficiles, car sous-outillées? Et si au lieu d'attendre que les profs s'adaptent seuls, on construisait des équipes formées, coordonnées, soutenues et préparées? Parce que l'école inclusive ne peut pas reposer sur la débrouille. C'est vraiment ce que je retiens, c'est que ces enfants-là révèlent aussi les failles de l'école et du système. Une école qui ne prépare pas assez, qui mélange tout sous couvert de mixité. Mais parfois, justement, certains enfants gagneraient à ce qu'on s'occupe d'eux différemment. Ils gagneraient à être rassemblés, du coup, dans leur spécificité, pour qu'on puisse vraiment dédier du temps à eux et avancer à leur rythme. Et ça, c'est pas forcément compatible avec une classe de 25 autres élèves qui n'ont pas forcément ces particularités-là ou ces troubles-là. Aujourd'hui, on a une école qui demande à ses profs de tout gérer sans les armer. Une école où l'innovation se fait vraiment à l'usure
Et Emeline, encore une fois, le rappelle parce que c'est une des seules profs que j'ai rencontrées, du coup, qui est de manière volontaire auprès de ces enfants-là, c'est que en France, on est très très en retard sur le handicap et sur la place dans les structures. L'inclusion, ce n'est pas un slogan, c'est un défi immense. Et surtout politique. Aujourd'hui, une école qui demande à ses profs d'improviser, une école qui invisibilise un métier dans le métier, une école qui mélange tout sous couvert de mixité, c'est une école qui épuise. Et pourtant, les profs tiennent, ils inventent, ils ajustent. Mais jusqu'à quand et à quel prix? Dans le 3e épisode de Carnet d'été, on va justement creuser ce lien si fort entre école et société. Comment aujourd'hui, l'école devient un amplificateur d'inégalités, un miroir déformant ou fidèle de nos choix collectifs. Je vous retrouve début août pour parler de tout ça et en attendant, je vous laisse méditer là-dessus, peut-être au soleil, et vous dis à très vite.